Vas-y, allez. Voilà, donc la question sur laquelle vous m'avez demandé de réfléchir, au début, l'argent utile, l'argent éthique, ça m'a paru finalement assez facile. Donc j'ai dit oui. Et puis quand j'ai commencé à écrire, je me suis aperçu que je m'étais engagé dans quelque chose d'un peu plus difficile quand même. Voilà. Alors je voudrais, je suis aujourd'hui directeur d'une banque régionale, coopérative, et je constate que cette question de l'argent utile revient souvent avec les sociétaires, avec les clients. Et derrière cette question, il y a un reproche qui est fait finalement aux banques, de ne pas travailler comme il faut, de ne pas servir correctement l'économie, de ne plus prêter aux entreprises, de spéculer avec l'argent des gens, de préférer le profit à court terme que de servir l'économie. Bon, je reviendrai là-dessus, mais j'entends ces reproches. Ce que je propose, c'est de regarder d'abord est-ce que l'argent peut être utile ou inutile, après pourquoi toutes ces remarques et tous ces reproches, et puis quelles solutions on peut apporter, celles qui sont déjà apportées, celles qui pourraient l'être, dans différents domaines. Alors la première chose à laquelle cette question m'a fait penser, c'est à mon premier métier, parce qu'avant d'être banquier en France, j'ai travaillé dans des caisses d'épargne et de crédit en Afrique, assez longuement, et le premier pays où je travaillais, c'était en Centrafrique. Alors je fais un petit déplacement sur la Centrafrique, ça me permet d'abord d'évoquer le peuple Baya. S'il y a des Bayas ici, je les salue. En général, ils sortent assez peu de leur zone sahélienne. Mais ils m'ont appris énormément de choses. Et 30 ans, peut-être, oui, presque 40, en fait 35 ans après, j'ai gardé très vif le souvenir. Et puisque nous parlons d'argent, le mot qui me vient, c'est Ginza. Et le Ginza, c'est l'argent en centrafricain, en sango, la langue véhiculaire centrafricaine. Et le Ginza, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, quand on parle de Ginza, c'est la monnaie, c'est le franc CFA. Mais quand on regarde l'origine du Ginza, qu'est-ce que c'était dans la tradition des villages? C'est des plaques de fer. Et ces plaques de fer, elles étaient accumulées dans les villages, elles servent à faire des armes. Donc ça a une utilité fondamentale, c'est avec le fer qu'on fait les pointes des flèches et des saguets. Mais ça sert aussi pour payer la dot. Alors je m'explique en 2 mots, voilà de l'argent. À quoi sert cet argent? Il a une utilité, il sert à faire la guerre. Et quand un jeune homme du village épouse une jeune fille de notre village, il faut bien comprendre qu'on enlève au village qui a la fille, si je peux m'exprimer ainsi, sa descendance, puisque ce sont des mères. Les mères font des enfants, parmi les enfants il y a des mâles, et ces mâles sont des guerriers. Donc à partir du moment où par le mariage, je suis obligé de m'ouvrir, d'échanger avec une autre communauté, j'enlève à cette communauté une partie de sa descendance. Et comme j'enlève une partie de la descendance et que cette femme va venir vivre dans le village du mari, et va donc donner de la descendance à ce village-là, elle le rend plus fort par les hommes. Et donc il faut compenser ça. Et cette dette est une dette symbolique. Elle n'existe pas, elle n'est pas quantifiable. Mais quand on épouse une femme, on paie une dot. Et cette dot, ça se paie en ginza, c'est-à-dire en plaque de fer. C'est-à-dire j'échange une descendance contre des armes. C'est assez extraordinaire quand même. Et le mot est resté aujourd'hui. Et je vois encore un jeune qui vient me voir un jour et me dit que j'hésite beaucoup. Parce que je suis arrivé à gagner de l'argent, j'ai 10 000 CFA, mais je ne sais pas si je me marie ou si j'achète une mobilette. Et pour nous, ça paraît un petit peu scandaleux de raisonner comme ça, mais c'est parfaitement logique dans cette culture où le véritable rôle de l'argent, c'est d'échanger, ça sert à échanger, mais ça sert surtout à l'origine même à payer cette dette symbolique. Alors pourquoi je dis tout ça? Parce que finalement, quand on réfléchit, l'argent n'a pas d'odeur, mais quand même, il se promène dans des endroits de notre esprit complexes. Parce que j'aurais pu prendre d'autres exemples que je connais moins, mais enfin, on sait que dans certains peuples aussi africains, l'argent est matérialisé par des coquillages qui servent aussi à faire des bijoux. Et d'ailleurs, en Europe, on fait des bijoux en or. Et l'or a été aussi cet instrument d'échange. Donc on voit bien que depuis l'origine, sans doute, l'argent a quand même eu plusieurs facettes, c'est-à-dire il est un instrument d'échange, c'est sa première utilité,
Mais il est aussi, dans l'inconscient des gens, quelque chose de plus, quelque chose de rare, une richesse, quelque chose qui peut être conservé, capitalisé, accumulé. Et d'ailleurs, je reviens là-dessus, j'insiste sur ce mot accumulé parce qu'on va revenir dessus. L'accumulation est quelque chose qui est reproché aujourd'hui à la monnaie. Hein, on dit une monnaie ne devrait pas s'accumuler, elle est faite pour circuler. Je fais remarquer que heureusement que dans les peuples mayas, par exemple, heureusement qu'on accumule le ginza. Parce que si on n'accumule pas le ginza, on se retrouve très dépourvu quand on est attaqué. Donc l'aspect réserve de l'argent a toujours existé. Et l'accumulation de l'argent a quand même permis à des peuples d'assurer leur avenir. Ce n'est pas simplement la circulation. Voilà. Il y a dans le bijou la même chose, c'est une forme de thésaurisation qui permet, on le voit en ce moment, de faire face aux périodes plus difficiles. Il suffit de regarder les publicités à la télévision, vendez vos bijoux, ça permet de se transformer aussi en argent. Bon. Donc j'ai fait ce passage sur ses origines un peu africaines et ses souvenirs pour en venir sur ce caractère de l'argent qui a priori n'a pas d'odeur, mais qui véhicule quand même beaucoup plus que la simple monnaie d'échange dans toutes nos sociétés. Alors, si on raisonne cette fois-ci purement rationnellement, on devrait dire que finalement, l'argent en soi n'est ni utile ni inutile. L'argent, il est le même pour tout le monde, il est le même quelle que soit son origine, il est le même quelle que soit sa destination. Autrement dit, il n'y a pas de valeur morale attachée à l'argent. Au contraire, il est complètement neutre. Et c'est une caractéristique forte, c'est-à-dire la monnaie est complètement neutre. Ce qui fait qu'on accorde une valeur morale à l'argent, c'est justement qu'il peut avoir une origine ou une destination qui, elles, ne sont pas neutres. Mais c'est le même argent pour le voleur que pour l'homme le plus vertueux de la Terre, et c'est le même argent qui soit arrivé d'une activité du travail, ou qui soit arrivé d'une activité spéculative ou du jeu. Donc, l'argent lui-même est le même pour tous. Ce qui n'est pas pareil, c'est l'origine et la destination de l'argent. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, et c'est intéressant de se demander pourquoi on met l'argent en cause aujourd'hui, et pourquoi on y attache justement cette dimension morale, qu'on devrait attacher finalement aux usages qu'on en fait, c'est-à-dire au fonctionnement de la société. Si une société est totalement vertueuse, l'argent sera utilisé à des fins vertueuses. Si on est à Las Vegas, il ne faut pas être surpris que l'argent serve au jeu quand même. Mais c'est parce que Las Vegas est une ville de jeu. S'il n'y avait pas l'argent, ils joueraient autre chose. Il y a des pays où on peut jouer autre chose d'ailleurs que de la monnaie. Donc pourquoi cette question? Alors j'ai essayé un peu de réfléchir parce que c'est vrai que l'argent et les métiers de l'argent, et donc mon métier, sont en ce moment particulièrement attaqués. Alors je crois que je vous livre plusieurs raisons à ça. Bon, la première, c'est que dans nos sociétés, il y a d'évidence plus de pauvreté, une pauvreté qui s'accroît, et en même temps, certainement plus aussi de classes très riches et de niveaux de salaire très élevés. Donc les deux vivent mal ensemble. Donc dans l'esprit des gens, il y a un problème avec l'argent. Ce n'est pas l'argent qui a un problème, c'est la société qui a un problème. Bon. En fait, en tout cas, ça fait monter un petit peu la pression. L'autre chose qui fait monter la pression, bien entendu, c'est la crise financière, la crise de la dette. Alors là, juste un constat, chaque fois que dans un pays, il y a le souverain, comme on dit, avant même qu'il y ait des républiques, le souverain se retrouvait en banqueroute et ne pouvait plus faire face à ses dettes, les choses se sont toujours passées pareil dans l'histoire, c'est-à-dire que les gouvernants disent, bon, on ne peut plus payer, on est vulnérable parce que quand on n'a plus d'argent et qu'on n'a plus personne pour nous prêter, on ne peut plus faire la guerre, c'est quand même ça, donc on risque de se faire attaquer. Mais ça ne peut pas être moi, puisque moi je suis le chef. Donc par définition, j'ai fait ce qu'il fallait. Je me tourne vers le peuple, je ne peux quand même pas dire au peuple que c'est sa faute. C'est quand même difficile. Par exemple, imaginez qu'aujourd'hui, campagne présidentielle, on aille dire aux gens que finalement ils ont un système de sécurité sociale qui coûte beaucoup trop cher et que finalement, si on se retrouve avec l'endettement qu'on a, c'est parce que les retraites et la protection sociale coûtent trop cher. Vous voyez bien que c'est difficile comme discours. Ceux qui s'y risquent n'amassent pas des augmentations dans les sondages. Donc il reste une chose, il n'en reste qu'une. Si ce n'est pas la faute au souverain et si ce n'est pas la faute au peuple, c'est la faute aux créanciers. C'est naturellement la faute aux créanciers. Et ça a toujours été comme ça.
Et c'est ce qui explique d'ailleurs l'antisémitisme européen. Il faut le rappeler quand même. C'est-à-dire si les Juifs ont été persécutés dans tant de pays d'Europe, c'est parce que c'est eux qui avaient l'argent et qui étaient créanciers. Et chaque fois que le pays se retrouvait en difficulté, évidemment, ils chassaient les créanciers. Et donc il fallait trouver des bonnes raisons. On ne pouvait pas dire c'est parce qu'on est en train de se faire un petit peu un bouc émissaire pour traiter le problème. Donc on a trouvé des bonnes raisons, je ne reviens pas dessus. Et c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui, c'est-à-dire naturellement, les pays sont hyper endettés, ils n'arrivent plus à faire face à la dette, ça ne peut pas être leur faute, ça peut pas être la faute du peuple qui déjà souffre suffisamment, et donc évidemment c'est la faute à la finance, comme on dit, et aux banquiers, comme on dit, en parlant d'ailleurs de tout et de n'importe quoi, puisqu'on ne sait pas trop qui on accuse. En tout cas, on ne peut plus payer, et il y a des gens qui demandent qu'on les paye, donc c'est certainement leur faute. Bon, je suis tout à fait prêt à discuter sur tout ça. Je reconnais que ça peut être un petit peu caricatural, mais enfin, moi je le vis comme ça en tout cas. C'est-à-dire quand on se fait attaquer dans notre métier, quand même, il n'y a pas de raison vraiment rationnelle. On pourrait là-dessus faire toute une réunion, donc j'arrête là. Je reviens encore sur d'autres origines. Il y a une autre origine qui est liée à la crise, parce que, ou du moins qui a préparé le lit à cette crise, c'est dès le début. C'est-à-dire quand même depuis 1975, on a commencé dans les pays européens à dépenser plus qu'on ne pouvait produire. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais se sont mis en place des systèmes financiers pour alimenter la dette des pays occidentaux en général. Et il faut bien voir qu'on a construit dans le monde des pipelines pour amener des capitaux et encore des capitaux pour pouvoir assouvir le besoin de capitaux du monde occidental qui n'avait pas envie de revenir sur son mode de consommation alors qu'il n'en avait plus les moyens. Et alors ces grands conduits financiers, évidemment, comme chaque fois qu'il y a quelque chose qui prend une mesure importante, ça attire du monde. Donc on a vu des gens de toute formation. Personnellement, je suis agronome, ce qui est un beau métier, mais en même temps, je suis rentré dans la finance à une époque où nous étions peut-être 10 ou 15% des promotions d'ingénieurs à rentrer dans la finance, ce qui n'était pas le cas 20 ans avant, et qui ne sera plus le cas aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ces pipelines sont en train de s'effondrer, puisque on n'emploie plus d'argent, donc il n'y a plus de flux, donc évidemment ces métiers sont en train de s'écouler. Mais on a vécu une période où il y avait énormément de flux financiers. Comme il y a beaucoup de flux financiers, ça entraîne beaucoup de professionnels de la finance, et la finance devient quelque chose de majeur à cause de son importance dans ce flux de la dette. Bon. Donc ça, c'est un autre facteur explicatif qui explique ce qu'on appelle la financiarisation de la société, mais elle ne vient pas de rien. Elle est venue du fait qu'il y avait besoin de capitaux, c'est pour ça qu'on a... Après, il y a eu l'ingénierie financière, c'est-à-dire autre facteur, on s'est mis à inventer des produits, des outils, je pense au développement des marchés à terme, mais je pense aussi à tout le développement des dérivés, extrêmement ingénieux, pas toujours maîtrisés, on l'a vu avec les subprimes, ou du moins pas toujours appréhendés, le risque qu'ils portaient n'était pas toujours appréhendé. Et en fait, cette ingénierie qui s'est énormément développée a mis beaucoup d'opacité dans la finance. Et d'un seul coup, les gens ont compris qu'ils ne comprenaient plus, les financiers eux-mêmes d'ailleurs. Donc il y a eu aussi un phénomène d'accélérateur. Alors tout ça cumulé, il y a certainement d'autres raisons, fait qu'on en arrive à cette situation que la question aujourd'hui se pose avec beaucoup plus d'insistance en disant, finalement l'argent, il y a de l'argent inutile, il ne fait pas ce qu'il devrait, regardez tout ce qui se développe, on n'y comprend plus rien, ça n'a plus rien à voir. Voilà. Mais je veux quand même dire que si on veut être tout à fait honnête, on est obligé de constater aussi que tout ça a eu beaucoup d'utilité. La première remarque déjà, c'est que tout cet argent qui est arrivé en abondance dans nos économies, dont on dit aujourd'hui il y en avait trop, regardez, par exemple, prenons les subprimes, puisque c'est la caricature des excès. Les subprimes, on a financé l'immobilier américain au-delà de ce qu'on aurait eu, en dépassant largement les capacités d'endettement des gens. Donc c'est pas bien. Les prêteurs ont fait des âneries là. Ils ont mis en place des produits, à savoir des crédits, selon des critères qui ne sont pas les bons. Je précise au passage, parce que les gens souvent l'ont oublié, c'est qu'on n'a jamais fait ça en Europe. Par contre, on a acheté les produits dérivés de ces crédits, par les banques d'investissement. La faute est là, du côté des banques européennes, mais pas d'avoir distribué. Nous, on n'a jamais fait un crédit à quelqu'un qui ne pouvait pas rembourser, regarder ces critères. Mais là-bas, ils l'ont fait. Mais finalement, on arrive aujourd'hui, on dit, regardez les milliards perdus. Regardez cette catastrophe financière. Les banques ont dû passer des pertes considérables. Mais enfin, pendant des années, l'économie américaine a tourné avec ça.
Il y a des tas de gens qui, pendant des années, se sont achetés des logements qu'ils n'auraient jamais eu, qu'ils n'auraient peut-être jamais dû avoir. Il y a des tas d'entreprises de BTP, il y a des tas de communes qui ont levé l'impôt là-dessus. On a payé des fonctionnaires, c'est-à-dire l'économie a tourné avec cet argent. Cet argent, c'est pas volatilisé. Ça, on n'en parle pas. Alors, je ne dis pas que c'est un aspect utile, je dis attention, on ne peut pas ne prendre que ça et ne pas regarder tout ce que ça a apporté. Et tout le développement, par exemple, du crédit en Europe, cette fois-ci chez nous, a notamment permis de financer à taux relativement bas, voire très bas, l'immobilier. Bon, alors on dit oui, vous voyez le scandale, regardez les prix que ça atteint, d'accord? Mais en fait, chaque fois que quelqu'un achète, il faut quand même penser qu'il y a quelqu'un qui vend. Et celui qui vend, lui, il fait des sacrées plus-values, il ne vient pas pleurer. Donc, c'est pas inutile pour tout le monde, c'est ce que je veux dire. Et donc, je veux en arriver à ça, c'est que finalement, ce qui apparaît tout de suite comme étant inutile et pas éthique, dans le fond, quand on l'analyse, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, ça revient toujours à favoriser une catégorie de population par rapport à une autre, sans doute, ça revient à provoquer des circuits différents, mais dans tous les cas, ça vient abonder quand même l'économie. Voilà. Une autre chose aussi, la spéculation, puisqu'on reproche beaucoup à la monnaie de servir à la spéculation. Mais la spéculation, je vais choquer en disant ça, je le sais, mais je le dis, parce que c'est la vérité. La spéculation est très utile. La spéculation est très utile. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas, sur tous les marchés, des gens dont c'était le métier à tout moment d'acheter et de vendre, les transactions ne se feraient pas. Donc si je suis capable à un moment donné, par exemple, de dire je suis producteur de blé, je veux le vendre aujourd'hui, j'ai toujours quelqu'un pour l'acheter. Alors derrière, il y a d'autres questions. C'est quel volume ça prend, quelles sont les intentions de ceux qui le font, etc. Mais il y a une forme de spéculation qui est indispensable. C'est-à-dire s'il n'y a pas de courtier, en grains comme s'il n'y a pas de courtier en actions et en produits financiers, les marchés n'existent plus. La question est la question de la mesure. Voilà, là je provoque un peu en disant ça, mais la spéculation, à mon avis, elle est utile. Les instruments financiers très sophistiqués qu'on a développés, ces dernières années, ça a explosé, mais il y en a, la très grande majorité est extrêmement utile. On a beaucoup parlé, par exemple, à ce moment, on parle des CDS, c'est-à-dire les gens qui se couvrent contre la défaillance de la Grèce. Et cette idée qui consiste à dire, après tout, quand j'achète un emprunt, dans l'emprunt, il y a de la liquidité qui a un prix et du risque qui a un autre prix. Je sépare les deux et j'organise le marché de chacun de telle façon que celui qui ne veut pas le risque puisse n'acheter que la liquidité et celui qui ne veut que le risque puisse acheter ou couvrir le risque. C'est intelligent et ça permet de le répartir sur plusieurs acteurs. Là aussi, le produit lui-même est intelligent. La façon de l'utiliser, c'est-à-dire la façon dont certaines banques se sont mis à spéculer dessus, à en acheter des volumes très importants, c'est un autre problème. Mais ce n'est pas le problème, à mon avis, du produit lui-même. Parce que si on attaque le produit lui-même, ça veut dire qu'on arrête toute innovation. Et puis voilà. L'innovation comporte un risque. Et quand les hommes la maîtrisent mal, ils font des âneries. Voilà. Donc tout ça pour dire, nous avons vécu depuis une dizaine d'années l'âge de la dette. La dette a pris énormément de place dans nos sociétés. Elle a provoqué des excès financiers, c'est évident. Mais on ne peut pas non plus tout jeter avec le constat qu'on fait aujourd'hui. Et puis je reviens sur cette idée fixe quand même. La question est vraiment ce qu'on fait et pas la matière elle-même. Alors, comment protéger des excès? On arrive à ça. Et protéger des excès, d'abord, il y a une première idée surtout qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on a tendance à confondre ce qui relève du financier de ce qui relève de l'économique. Alors, je prends un exemple parce qu'on mélange tout, surtout en période électorale, mais de façon générale tout le temps. Par exemple, un footballeur qui est payé trop cher. Excusez-moi, ça n'a rien à voir avec le problème financier. Ça n'a rien à voir. Il y a quelqu'un qui fait un chèque. C'est tout simplement une donnée, c'est tout simplement un problème économique. C'est-à-dire, il y a un marché des joueurs de haut niveau, et il y en a qui font monter les prix, ça n'a rien à voir avec les financiers. Et puis, voilà, si on décide de ne plus payer avec de la monnaie, mais avec des courgettes, le champion de football recevra 4 camions de courgettes, quand d'autres en recevront que 2. Mais ça, c'est de l'économie. C'est pas, bon. Je prends un autre exemple, c'est les fameux subprimes dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est du financier. Ça, c'est pas de l'économique. Ça, c'est une construction purement financière. Celle-là peut être dénoncée et mise sur le dos des financiers. Mais le prix du joueur de foot, comme le prix le salaire d'un patron du CAC 40, n'a rien à voir avec les problèmes financiers. Ça, c'est des problèmes purement économiques. Donc, il faut quand même faire la différence. Les traders, d'ailleurs, c'est aussi un problème économique.
Ça n'est pas un problème financier. Le problème des traders, c'est qu'il y a, jusqu'à aujourd'hui, il y avait quelques rares personnes qui avaient l'habileté, l'agilité sur les marchés financiers pour être capables de faire des opérations remarquables et se planter très rarement. Et ces gens-là ne sont pas si nombreux que ça. Et c'est des gens qui connaissent très très bien les marchés. Et donc du coup, ils sont payés très cher. Et si vous arrêtez de les payer, ils vont travailler chez le concurrent. Voilà. Donc c'est économique. Voilà, c'est pas, la morale peut dire non, non, on va diminuer leur salaire et à partir de maintenant, ils n'auront pas plus de 100 000 euros. Ça ne pose aucun problème, à part qu'ils vont travailler à la City au lieu de travailler chez nous. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Voilà. Donc, et comme tous ces métiers ont quand même de l'utilité, pendant des années, ces métiers ont rapporté de l'argent aux banques et ces métiers ont permis aux États de lever de l'impôt. Donc ça a permis de payer. Et oui, on va le voir maintenant. Parce que comme maintenant, et je ferme la parenthèse là-dessus, comme maintenant les banques européennes et les banques françaises sont contraintes à un régime minceur épouvantable, c'est-à-dire qu'on a obligé, pour des raisons qui seraient difficiles à expliquer, enfin, on nous oblige à fonctionner comme les Américains, si vous voulez. Et comme on nous oblige à fonctionner comme les Américains, ils n'ont pas de bilan, puisqu'ils font un crédit et puis ils le revendent. Mais nous, on ne fait pas ça ici. Nous, on avait un modèle vertueux, c'est-à-dire on faisait le crédit, on le gardait. Et bien si on le garde, ça fait des bilans très gros. Comme ça fait des bilans très gros, il faut beaucoup de fonds propres avec des nouvelles réglementations. Résultat, on est obligé de réduire le bilan. Et comme on réduit le bilan, on baisse notre activité et on licencie. Et ça fera moins de résultats. Et donc ça fera moins de rentrées d'impôts pour l'État sur un secteur qui était un des secteurs phares de l'économie. Et ça, on ne l'explique pas aux Français. On leur dit, il vaut mieux arrêter. De toute façon, c'est un métier pourri. Donc moins il y en a, mieux ça vaut. Bon, soit un jour, on fera les comptes. Et on s'apercevra que peut-être le métier n'était pas si pourri et que peut-être on est allé un peu vite pour le déglinguer. Voilà. Alors je vois quand même, bien sûr, des dispositions, et vous les voyez comme moi, qui permettent d'éviter les excès, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Puisqu'on peut dire, ah oui, les gens font des excès avec l'argent, mais on peut quand même les éviter. Alors évidemment, il y a le droit, en général, qui fait que certaines choses devraient être interdites, certaines choses le sont, d'autres peut-être devraient l'être. Bon, ça, c'est du domaine de la vie sociale en général. Et puis, à ce qui concerne plus particulièrement les métiers de l'argent, donc on a vu, par exemple, qu'on a interdit pendant des périodes les ventes à terme sur certains secteurs d'activité économique. Je parle des actions. Donc voilà, on peut dire tout simplement les ventes à terme sont interdites pour éviter qu'il y ait trop de spéculation sur telle ou telle transaction. On peut taxer, donc c'est les fameuses transactions financières, ce qui d'ailleurs ne touche pas au fond. Là, ça vient simplement réduire l'intérêt qu'on peut avoir à faire des opérations, puisque comme elles sont taxées, elles rapportent moins. Bon, c'est un levier. Et puis on peut exiger plus de fonds propres. Alors ça, c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on entend sans cesse. Il faut réguler la finance. Alors, il faut réguler la finance. La finance, elle est régulée comme aucun métier n'est régulé. Comme aucun métier n'est régulé. C'est-à-dire la régulation en matière financière, bon, il y a un monde de fous. Il faut savoir que les banques de financement et d'investissement, c'est 10 missions d'inspection par an. Il y en a toujours 3 en permanence qui sont en train de contrôler tout, même avant le subprime. Voilà, et qui n'ont rien vu, et qui n'ont rien dit. Donc maintenant, on s'est aperçu qu'on n'avait pas demandé de fonds propres pour les subprimes, parce qu'on estimait partout, les régulateurs, les banques, les contrôles nationaux de tous les pays, aux États-Unis comme ici, on considérait qu'il n'y avait pas de risque. On disait qu'il n'y a pas besoin de fonds propres. Alors maintenant, comme on sait qu'il y a du risque, on aurait dû prendre ça de fonds propres, on en demande ça. Et on est en train de mettre partout des exigences en fonds propres considérables. Alors voilà, ça c'est le chemin qu'on est en train de faire pour réguler. Et c'est bien qu'on dit on va davantage réguler. Et le résultat de cette régulation avec ces fonds propres, pour nous, banques de détail, qui sommes en pleine dans l'utilité du financement de l'économie, c'est tout ce qu'on fait, on ne fait rien d'autre. Et bien on est obligé maintenant d'avoir plus de fonds propres pour pouvoir financer les entreprises du Pays Basque, du Béarn, de Bigorre et de Gascogne. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont fait des fous avec des produits financiers de l'autre côté de l'océan, et la régulation, c'est ça. C'est-à-dire que la régulation, elle est adverse à l'utilité, dans ce cas-là. Elle vient s'opposer à ce qui pourrait être un usage utile de l'argent. Bon, ça aussi, on ne l'explique pas aux gens. En gros, les spécialistes le savent, mais ils disent, bon, si on ne fait pas comme les Américains, de toute façon, on sera foutu, donc il faut faire comme eux. Bon, on fait comme eux, donc on va titriser en France aussi. Très bien. Je passe tout de suite à 2 sujets. Il y en a un, c'est celui des monnaies complémentaires, et il y en a un autre, c'est celui que j'ai appelé une gestion plus responsable de l'argent. Alors, sur les monnaies complémentaires, mais là, je ne suis pas un grand spécialiste, bien que j'ai travaillé dessus déjà, parce qu'au Sénégal, j'ai travaillé pour l'appui aux coopératives d'épargne et de crédit des femmes de Dakar.
Et j'avais rencontré des gens qui étaient en train de développer les sels au Sénégal. Voilà, donc j'ai pas mal discuté avec eux, plusieurs soirées, tout ça. C'est marrant d'ailleurs parce qu'à l'époque j'étais directeur adjoint de la caisse de Nîmes et ces gens-là venaient de la région de Nîmes. Bon, ici, ils ne seraient jamais venus voir un directeur de banque, mais là-bas, on mangeait le poisson ensemble. Bon, donc on a pas mal parlé de ça. Et mes réflexions générales sur les monnaies complémentaires, c'est que bon, ça consiste en quoi en fait? Ça consiste à dire, bon, l'argent finalement a un défaut majeur, il s'accumule au lieu de servir aux échanges, on spécule dessus, on fait porter des taux d'intérêt assassins. Donc si on décide qu'on ampute la monnaie, au lieu d'essayer de guérir le mal avec les régulations dont je viens de parler, que les hommes qui ont quand même une limite majeure, c'est que évidemment, si elles ne sont pas prises au niveau international, elles mettent le pays qui les met en place ou les pays qui les mettent en place dans une situation de concurrence, de distorsion de concurrence. C'est pour ça que c'est difficile. C'est-à-dire, si tous les pays décident de taxer les transactions financières, ça ne pose pas de problème. S'il y en a qu'un qui le fait, ces banques s'en vont. On connaît la chanson. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, pourquoi je ne peux pas guérir comme ça? Je vais amputer. Alors je vais amputer d'abord géographiquement. Je vais dire la monnaie elle est valable qu'ici. Je vais amputer sur les objets financés. Je vais dire elle ne peut servir qu'à échanger tel ou tel objet. Donc je lui enlève le caractère d'accumulation puisqu'elle peut servir qu'à des échanges donnés et elle ne rapporte pas d'intérêt. Donc j'ai absolument aucun intérêt. Enfin, il y aura quand même des gens pour en stocker chez eux. Hein. Mais oui, parce que l'amour de l'argent, c'est comme ça. Bon, y a quelque chose qui tient à l'humanité. Enfin, bon. Et puis elle est très vertueuse parce qu'évidemment, elle va encourager les circuits courts. Donc ça, c'est extrêmement positif. On voit se développer, il y a un article dans Le Monde là, il y a 2 jours sur les monnaies complémentaires, il en est créé une par semaine en France à ce moment. Hein. Ça, oui, donc ça va exploser et ça va obliger de, j'ai l'article là, hein, ça va obliger de poser la question, est-ce que vraiment c'est plus utile et plus éthique que la monnaie générale? Bon. Par exemple, est-ce qu'une monnaie à caractère universel, convertible dans les autres monnaies du monde, n'a pas quelque chose de plus éthique, de plus positif pour l'humanité qu'une monnaie qu'on dit elle est utilisable qu'ici entre nous, quoi. Bon. Ça pose des questions sur les prix, parce que les prix se forment quand même dans un contexte concurrentiel, c'est ce qui permet d'éviter qu'il y ait des gens qui vendent trop cher, parce qu'évidemment on a accès à des fournisseurs d'un peu partout. À partir du moment où je réduis le nombre de fournisseurs, évidemment les gens qui adhèrent aux monnaies solidaires seront formidables tout le temps, il n'y aura aucun problème. Enfin, s'il y en a un qui veut profiter de la situation, il peut, parce que le prix est plus formé de façon... Donc ça pose quand même certains sujets. Ça pose le sujet de la TVA, à mon avis, et ça depuis le début. Il y avait déjà des émissions quand j'étais en Ariège il y a 15 ans, je me rappelle, des journalistes étaient venus me parler des monnaies complémentaires, qu'à l'époque on n'appelait pas comme ça. Et déjà c'était la question de la TVA, puisqu'évidemment j'échappe à l'impôt. Alors est-ce qu'échapper à l'impôt, éviter de payer l'impôt est éthique? Et est-ce que c'est utile? Là aussi, on va dire oui, parce que quand on voit ce qu'ils font de notre argent, et c'est tellement facile de dire ça, parce que l'argent, quand même, il est redistribué. Oui, bon. Après, on peut discuter. C'est pas la question de la TVA, elle n'est pas liée aux argent, elle est liée au fait que l'argent soit liquide. Mais oui, d'accord. Mais enfin, elle est liée au fait que l'argent soit liquide, mais là, tu es hors comptabilité complètement. Hein. C'est-à-dire, tu sors complètement de tous les circuits. Bon. Donc tu te retires. On en parlait, moi quand j'étais au centre de gestion, j'avais beaucoup d'artisans qui se faisaient payer en liquide. Bon, c'était du hors comptabilité. Mais c'est pas lié, c'était un euro. Je suis d'accord que tu peux. C'est pas lié, c'est pas spécifiquement au fait de la monnaie. Je suis d'accord que tu peux déjà aujourd'hui t'arranger pour ne pas payer de TVA ou d'impôt avec la monnaie, avec l'euro. Par contre, mais c'est pas parce que tu as une monnaie nouvelle que l'économie ne va pas être... D'un certain côté, tu l'institutionnalises, puisque cette monnaie-là échappe à toute comptabilité. Il faut quand même voir que la monnaie, l'euro, il y aurait ici le directeur de la Banque de France, il ferait des bons jusque-là, parce que lui, il est chargé, la Banque de France, de calculer toute la masse monétaire en circulation et comment elle est répartie. Alors, évidemment, il y a une partie qui échappe. En fait, tout ça, on sait exactement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on sait qu'on est endetté, parce qu'on a une comptabilité publique. Les Grecs qui ne tiennent pas une comptabilité publique correcte, quand ils arrivent à savoir rembourser, personne ne le voit. Ça explose d'un seul coup parce que justement les comptes sont faux. Il faut savoir quand même, je trouve quand même qu'il y a une vraie question, s'agissant d'éthique,
sur le fait de dire on se retire des circuits. À mon avis, ça pose quand même des sujets, mais je ne tranche pas. Je dis ça pose des sujets. Et donc, alors nous, on pourra en parler. On a au niveau de la banque Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, et puis j'espère au niveau du Crédit Agricole, on a initié une monnaie complémentaire. Je maintiens que c'est une monnaie, puisqu'elle répond bien à la définition que j'ai donnée, c'est-à-dire elle est bien amputée de beaucoup de ses fonctions. Elle ne peut servir qu'à aider les associations, et elle est vraiment d'échange, puisque c'est une entreprise qui les met, et c'est des particuliers qui les reçoivent, qui ne peuvent les donner qu'à l'association. Donc ça circule, donc il y a bien un échange, une circulation, et il y a bien un objet qui est parfaitement délimité, un territoire qui est délimité, donc c'est une monnaie complémentaire comme les autres. Voilà, simplement on aura du mal à la reconnaître comme telle si elle ne part pas d'un besoin local comme les autres, hein, mais on est en train de travailler à la donner complètement une coopérative dans laquelle les associations et les entreprises donatrices seront associées, bien évidemment, et très largement associées pour lui donner cette dimension. Mais bon, je ne suis pas là pour faire la publicité des Touquettes, c'était simplement pour en dire un mot, puisque ça fait partie de ces monnaies, mais au moins on peut retenir que les monnaies complémentaires peuvent prendre des formes très différentes. On peut imaginer des usages extrêmement différents. Je crois simplement qu'à partir du moment où elles se développent, comme c'est le cas aujourd'hui, à partir du moment où elles prennent de l'importance, il y a un seuil de tolérance. Tant que ça représente 0,002% de l'économie, c'est normal que tout le monde dise bon, laissez-les faire, ils s'amusent. Si ça commence à représenter 2%, c'est pas possible que les questions que j'ai posées ne se posent pas à tout le monde et qu'on ne se demande pas finalement pourquoi on est en train de renier notre équivalent général. Pourquoi notre monnaie universelle? Voilà. Ah ben oui, parce que regardez, elle a servi à la spéculation et tout ça. Ben d'accord, mais on revient au passage à banque. Il faut voir comment on la régule. C'est qu'on n'a pas su bien la réguler. Ou bien c'est parce que les hommes font des activités qu'ils ne devraient pas faire, mais à ce moment-là, ce n'est pas le problème de la monnaie. Si la monnaie, c'est racheter des armes, c'est quand même parce qu'il y a des marchands d'armes. Et c'est parce qu'il y a des guerres. Sinon, il n'y aurait pas d'argent qui irait là-dedans. Vous voyez, la drogue, pareil. Enfin, je reviens, c'est pas l'argent qui fait la drogue. C'est quand même le fait qu'il y ait une consommation de drogue qui fait qu'il y a de l'argent qui circule dessus. On peut toujours renverser le problème. C'est quand même pas un petit sujet parce qu'on demande en ce moment beaucoup aux banques de faire beaucoup de contrôles sur l'utilisation éthique de l'argent. Et à mon avis, on n'est pas très précis sur ce qu'il faut attendre. Parce que c'est normal que tout le monde ait une attitude responsable et les banquiers aussi. Mais ce n'est pas à eux de décider qu'un projet doit être est éthique ou ne l'est pas quand même. Voilà, il y a une part qui revient à la société et qui ne revient pas quand même à un acteur de la société. Sinon, moi, demain matin, je ne serais pas loin de le faire d'ailleurs. Je décide que tous les véhicules qui dégagent du gaz carbonique, ça suffit. Et je dis qu'on arrête de financer les voitures. Voilà. Alors si toutes les banques décident d'arrêter de financer les voitures, là d'un seul coup, on va dire, ah, là, attendez, vous n'avez pas le droit de décider ça. On va dire, attendez, vous nous dites que quand on finance une centrale à charbon, c'est assassin et qu'on n'aurait pas dû le faire. Donc, où ça s'arrête. Voilà, donc il y a quand même aussi ce genre de sujet. Alors j'en arrive justement par cette transition au dernier point. Il y a des banques qui financent les voitures électriques à 0%. Voilà. Mais oui, mais ça, non seulement on l'a fait, mais on a été les premiers à le faire. On a fait ça en 2003. On a financé, on ne finançait pas à 0%, on finançait à 2%, alors que les taux étaient à 5%, tous les équipements de maison en photovoltaïque, énergie alternative, et on faisait un chèque de 60 € à tous les gens qui achetaient une voiture et qui rejetaient moins de 140 grammes à l'époque, depuis qu'il y a eu des progrès des constructeurs. Donc on a été aussi très, très actifs là-dessus. Hein. Bon, l'équipement des maisons, ça a très bien marché, le chèque, ça n'a pas marché. Les gens n'étaient pas très sensibles à ça. C'était pas si gros. Oui, 60 €. 60 €, ben oui, attendez, si je vous fais un cadeau de 60 €, vous trouvez que c'est pas un cadeau. Mais si je vous dis, au lieu de payer 4 à le prêt de conso, vous payez 2, vous allez trouver que c'est un cadeau. Et ça fait moins de 60 €. Vous voyez les problèmes de psychologie. C'est-à-dire, j'ai eu 0,5 de moins, ça n'est pas 60 € par an sur un prêt conso. Donc 60 €, c'est beaucoup. Mais bon, on aurait dû dire, bon, on fait 2% de moins sur le taux, alors là, j'aurais dit ça c'est bien. Mais c'est un problème d'échelle. Alors je finis avec ça, parce que je suis un petit peu long, je finis avec la gestion responsable, puisque vous avez dit je finirai par la gestion responsable. Et là, oui, je vais faire, je mets sur la table un peu mes convictions, ce que nous faisons à Pyrénées-Gascogne en étant une banque que je considère avec une certaine immodestie comme particulièrement avancée dans son esprit coopératif et en tout cas dans ses initiatives coopératives. Bon, d'abord, nous sommes une banque coopérative. Il va falloir arrêter de considérer qu'une banque coopérative, c'est une banque comme une autre. Une banque coopérative, ce n'est pas une banque comme une autre. La grande différence,
c'est que les fonds propres d'une banque coopérative, ils n'appartiennent pas aux dirigeants, ils n'appartiennent pas à des actionnaires, ils appartiennent à tous les utilisateurs de la banque. Et en plus, ils lui appartiennent, ils n'appartiennent même pas pour pouvoir les retirer. Ils peuvent les retirer, mais pour pouvoir retirer un profit, puisqu'ils n'ont pas droit aux réserves dessus, pour la bonne raison que la banque coopérative, son principe fondateur, c'est qu'elle est là pour durer, et que si elle gagne de l'argent, c'est de l'argent qui est mis en réserve et qui est réinvesti pour servir sa finalité. Alors bon, on critique beaucoup les banques coopératives, ça fait plus de 120 ans qu'on existe, et qu'on existe sur ce principe. Et si on existe depuis 120 ans, et je parle du Crédit Agricole, mais je pourrais parler aussi du Crédit Mutuel ou de la Banque Populaire, c'était les mêmes histoires, les autres sont devenus coopératives après ou ne le sont pas, mais en tout cas les 3 grands réseaux en France qu'on connaît coopératifs, ils sont là depuis 1880 et ils ont fait leur boulot, c'est-à-dire ils ont toujours financé l'économie locale, les entrepreneurs locaux, alors le Crédit Agricole plutôt les agriculteurs, puis après un peu tout le monde, les banques populaires plutôt les artisans et après tout le monde, voilà. Mais le principe est celui-là. Et leur finalité, c'est de dire on sert le plus de monde possible sur le territoire, en étant utile à tous sur le territoire, et on sert toutes les catégories qui sont sur le territoire, parce que tout le monde est utile sur un territoire. Et quand il y a des pépins, quand des filières rencontrent des difficultés, on vient en appui. Parce que même quand il y a des mauvais moments, où les banquiers d'habitude se retirent, nous on dit demain on aura besoin de cette activité. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens avec lesquels il faut arrêter les relations, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Et chaque fois qu'on le peut, par exemple chez nous, les services contentieux ne s'appellent pas comme ça s'appelle Pyrénées-Gascogne Accompagnement. Voilà. Et on accompagne les gens autant qu'on le peut. Bon. Alors, c'est un exemple. Alors, dans quel domaine je trouve que la banque coopérative a tout pour être responsable? Je le crois tellement d'ailleurs que chez nous, on est contraint comme tout le monde à faire un rapport de responsabilité sociale d'entreprise. C'est le fameux rapport RSE que la loi Borloo a rendu obligatoire pour toutes les entreprises. Bon, d'un côté, je trouve que c'est bien, parce qu'obliger les entreprises à réfléchir sur leur impact environnemental, social, économique et gouvernance, c'est très très bien. Mais d'un autre côté, le faire sous forme de contrainte, comme toujours, c'est idiot. Puisqu'il y a des entreprises qui se mettent à faire ça à côté de leur vie, au lieu de le mettre à l'intérieur de leur vie. Donc ils cherchent des exemples presque pour communiquer. Et ceux qui établissent le rapport de RSE ne connaissent rien finalement à ce que fait le marketing ou le traitement du client. Donc nous, on ne raisonne pas comme ça, on appelle ça le rapport coopératif. Et le rapport coopératif, dessous en plus petit, il y a marqué rapport de responsabilité sociale d'entreprise, parce qu'une coopérative est par définition responsable socialement. Elle l'est parce que la gouvernance, c'est un homme, une voix. Alors je sais bien, là aussi, on dit le Crédit Agricole, c'est plus tellement ça. Le Crédit Agricole, c'est toujours des administrateurs bénévoles, de terrain, partout. Chez nous, ils sont 900. Ça me fait drôle en le disant, mais c'est ça. Et dans toutes nos caisses locales, ils élisent leurs représentants au conseil d'administration et on a une gouvernance autour de la table, ce sont des clients. Et quand j'entends des candidats dire ce qu'il faudrait, c'est des banques où les clients puissent avoir leur mot à dire, mais bon sens, c'est comme ça que c'est construit, si on veut bien le regarder. Et si on veut bien, là aussi, en faire l'usage pour lequel c'est fait. Bon, si on ne veut pas et qu'on décide non, on va tout refaire, c'est très bien, on va tout refaire, on va reprendre des femmes et des hommes différents, et quand ça sera fait, ça sera pareil. Puisque la structure, c'est celle-là, c'est-à-dire je décide localement, et j'ai une représentativité après à différents échelons jusqu'à Paris. Et jusqu'au niveau parisien, on a toujours un représentant des présidents, un représentant des directeurs. Le premier représente le territoire et l'autre représente la banque. Et c'est ensemble, toujours ensemble, deux par deux, à 4 yeux, on dit nous, que les décisions vont être prises. Voilà. Donc de ce côté-là, en gouvernance, il y a la coopérative est fondamentalement responsable. Elle est attachée à un territoire, donc déjà, elle limite son activité. Nous, on a une activité territoriale. On ne va pas travailler à Toulouse ou à Bordeaux. Si Pyrénées-Gascogne va bien, on gagne de l'argent. Si ça va mal, on perd de l'argent. Et on finance cette économie. Nos sorts sont liés, comme ça. Voilà. Et puis après, on a fait des choses. Alors, on a fait des initiatives, c'est vrai, qui tiennent à notre statut coopératif. On s'est beaucoup investi dans le photovoltaïque et les énergies alternatives. On continue sur la méthanisation aujourd'hui. On a réduit beaucoup des déplacements des salariés. C'est un exemple. On travaille sur la décarbonation, on travaille beaucoup sur la pédagogie, on a créé une université des clients, on a créé des sites internet pour les commerçants qui voulaient vendre, on est en train de regarder comment on peut les rapprocher des consommateurs locaux pour augmenter, pas pour que les gens ne fassent que manger local, mais pour augmenter la part de consommation locale et améliorer les marges. Voilà. Et puis on a des produits, donc on a créé le premier site en France d'investissement socialement responsable, c'est-à-dire des fonds d'investissement qui sont passés au crible pour vérifier la qualité, la nature et l'impact social, le respect des normes ISR des sociétés. Ça s'appelle Caméléo.
Et puis on a créé un livret ici, qui s'appelle le livret sociétaire, qui va être repris, je pense, au niveau national, et qui est un livret dont toute l'épargne est utilisée exclusivement pour financer les jeunes entreprises de moins de 3 ans. Et en plus, chaque fois que j'épargne sur ce livret, je touche des touquettes, et donc je viens aider les associations du territoire, et je choisis quelles associations je veux aider. C'est-à-dire, ce n'est pas les dirigeants qui choisissent, c'est les clients qui choisissent quelles associations on veut aider. Voilà. Et puis, le dernier projet en date, c'est qu'on est en train de travailler, de créer une école coopérative pour que les gens qui veulent fonder des entreprises coopératives sur le territoire en proximité puissent le faire, et donc on leur apportera une formation et de l'autre côté les financements nécessaires pour promouvoir le modèle coopératif. Bon, on s'est pas mal inspiré du modèle qu'on connaît bien de Mondragon de l'autre côté des Pyrénées, mais c'est exactement dans cet esprit qu'on entend travailler. Voilà, donc, voilà, donc je suis sûr que ce dernier chapitre ne répond pas tout à fait à la question de l'argent utile. Je dis simplement que si les gestionnaires de l'argent, que sont les banquiers, mais ce n'est pas les seuls, les assureurs aussi, etc., s'ils veulent bien donner des impulsions, ils peuvent le faire. Et si on veut, avec l'argent tel qu'il est, avoir une efficacité plus grande au niveau régional, au niveau local, moi je dis il y a des chemins. Donc maintenant, il faut y travailler. Il faut se remuer les méninges, il faut confronter les positions, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là ce soir. Voilà. Merci beaucoup. Ça va être compliqué d'enchaîner. Parce que moi, au départ, quand on m'a présenté le thème des interventions aujourd'hui, on m'a parlé du concept d'argent durable. On m'a dit qu'il fallait que je réfléchisse dessus et que j'essaye de pondre une réflexion à ce propos. Alors, au départ, j'étais un peu choqué. Déjà, ça m'a fait spontanément penser à l'agriculture durable. Déjà, quand j'ai commencé, je suis également agronome, mais quand j'ai commencé ma carrière au Crédit Agricole, le concept d'agriculture durable était à la mode. Et puis déjà, c'était un concept un peu abscon pour moi, parce que mettre durable derrière l'agriculture, ça devait être évident, et finalement, ça ne l'était pas. Et donc, j'ai voulu au départ aborder cette présentation en repensant un peu, ou en expliquant ce qu'était l'agriculture durable. Et dans quelle... Je peux juste vous poser une question. Oui. Je connais M. Jarry, je ne vous connais pas. Alors, je suis Emmanuel Poirmer, je suis un jeune vigneron de la côte basque. À Urugne. À Urugne. Voilà. C'est le, vous avez annoncé le. Ouais, c'est le. Il faut peut-être ajouter que, parce que un petit peu Emmanuel, il a cette caractéristique, c'est qu'il fait une vinification en océan, sous l'eau. Voilà, donc c'est un vigneron. Il a raison de dire c'est vrai, d'Urugne, c'est vrai, mais ce qu'il ne dit pas, il a tort de ne pas le dire, c'est qu'il est très innovant. Un vigneron sans dogme. Voilà. Et qui essaye justement d'apporter des principes un peu nouveaux, de dépoussiérer un métier qui avant a toujours été vu comme traditionnel, mais il a toujours été traditionnel et toujours innovant. Et ça fait juste depuis les années 80 qu'on a, nous tous, vignerons dans la filière, communiqué sur le ringardisme en se disant que la poussière sur la bouteille, c'était notre meilleur argument de vente. Alors ça, c'était une logique court terme, mais à long terme, c'est terrible parce qu'on voit que notre consommation de vin diminue, qu'on n'explique plus aux enfants et même à la population en général comment on fait le vin. Et c'est toute une part de la culture humaine viticole qui est en train de disparaître en 1 à 2 générations. Alors sans faire non plus l'apologie de l'alcool, mais c'est quand même un peu dommage. Et surtout, le risque dans ce genre d'événement, c'est les ruptures de continuité. Donc on peut tolérer les crus et les décrus dans les activités, mais les ruptures de continuité, c'est toujours plus compliqué à rattraper. Donc là, par contre, on va parler d'argent durable, mais finalement, c'était un thème intéressant et qui m'a fait réfléchir sur pas mal de choses. Alors, sur l'agriculture durable, déjà, j'allais vous faire mal aux yeux avec cette présentation, parce qu'en ce moment, je réfléchis par conceptualisation symbolique et j'avais mis plein de couleurs. Donc, en fait, ça ne va pas du tout être pédagogique, mais bon, on est dans Slotech, ça va être comme ça. Et en fait, l'agriculture... Non, parce que je l'ai... mais j'ai mes anti-sèches ici, en fait. Donc, sur l'agriculture durable, en fait, l'agriculture, déjà, dans le sens chronologique, c'est-à-dire au sens du 21e siècle maintenant, il y avait l'agriculture non durable, dont le moteur principal, la quête, était l'argent. Il reste l'agriculture conventionnelle,
où le moteur reste la productivité. Voilà. Et il y a l'agriculture durable, où le moteur, normalement, c'est le pragmatisme. Et ici, je respectais les 3 en fait, couleurs des piliers de la PAC, qui sont la boîte rouge, la boîte bleue et la boîte verte. Et en ce moment, par greenwashing, on a tendance à vouloir faire glisser tout ce qui est rouge est devenu bleu, et tout ce qui est bleu doit devenir vert. Voilà. Et les subventions sont dans ce sens-là. Alors ça, c'est une représentation assez simpliste, mais qui fonctionne, et avec des interconnexions de patates qui... c'est-à-dire qu'on peut être conventionnel et durable, on peut être conventionnel et non durable, par contre, on ne peut pas être non durable et durable. Normalement, il y en a qui essayent. On l'a pas trouvé. Ça. Alors, par contre, après, dans l'agriculture durable, ça serait trop simple, ça s'arrêtait là. On passe sur ce genre de truc. Alors là, ici, ça n'apparaît pas, mais c'est normal, ça va apparaître sur un autre. C'est les biodynamistes. Alors là, c'était un merveilleux dégradé de vert, parce que chacun va être plus vert que l'autre. Et donc l'agriculture durable, il y a toujours le pragmatisme comme moteur principal, mais elle peut se segmenter avec les raisonnés, dont en fait le dû absolu est un raisonnement macroéconomique sur des pressions de la société. Ceux qui font de l'agriculture biologique, où le moteur principal c'est la quête de la nature parfaite, les biodynamistes à l'extrême, qui eux sont plutôt sous influence à la fois de la nature mais des astres. Et entre les deux, il y a des scientifiques dont je fais partie, qui sont en production intégrée, qui sont donc à la fois raisonnés, à la fois biologiques, mais qui sont un peu à l'interface de tout et qui, eux, croient encore dans le progrès de la science. Alors ça, on observe ces évolutions de sous-population. Alors ça pourrait être simple et relativement classique, l'agriculture durable, mais en fait déjà ça se segmente comme ça. Et du coup, c'est des sous-populations qui évoluent dans une population globale et sur des pressions externes d'autres populations. Alors ça m'a fait penser à d'autres choses que je vais expliquer tout à l'heure. Alors là, le sens de ces patates, c'est le sens de l'écriture et le sens chronologique et de l'évolution. Si on veut respecter un autre échiquier, qui est l'échiquier politique ou le sens chronologique de l'agriculture au XXe siècle, on inverse de sens. Et c'est là où on voit que ça soit ici comme dans d'autres thèmes, et puis on est en campagne, je crois que ton discours a été éloquent sur ça, mais les extrêmes de tous bords, c'est-à-dire on peut dire que ces courants-là, ils sont plutôt à tendance gauche et plutôt la partie productiviste et argent plutôt à tendance droite. Ben, finalement, les extrêmes qui sont très sectaires se ressemblent assez. Et donc ça ressemble à notre monde. Et du coup, j'en viens à la deuxième approche, en me disant, ben ça, on est sur des dynamiques de population, c'est un truc qui pouvait être simple, mais finalement ça devient très complexe, avec des sous-ensembles qui cohabitent ou qui s'interconnectent. Et donc, on va non plus parler en ensemble comme ça, mais on va réfléchir de manière un peu dépassionnée au concept d'argent durable, mais tel qu'un fluide physique, en fait, que d'autres grandeurs. Et donc on va mettre un peu de scientifique, et là je vais vous faire mal à la tête avec cette diapositive que vous allez digérer. Moi elle m'a fait mal à la tête, et encore c'est pour ça qu'après j'ai mis des couleurs. Franchement l'ensemble de la présentation pouvait causer une conjonctivite, donc finalement c'est pas plus mal qu'on en soit comme ça. Donc si on dépassionne un peu l'argent, l'argent finalement c'est un fluide. Et un fluide c'est une population aussi. Alors l'argent et un fluide, ça c'est assez simple, parce que déjà dans le vocabulaire courant, la sémantique de l'argent est toujours tournée sur les fluides. C'est assez étonnant alors je vais juste le dire, il y a le liquide, les flux, il y a l'argent sale, propre ou gris, on parle de pareil pour les eaux, on parle de plein, de vide, de cash flow et de place financière offshore. Donc vraiment... on doit pouvoir trouver d'autres choses. Ah oui, il y en a plein. Évidemment, il y a les liquidités. Et si on essaie de réfléchir, alors là on part sur des considérations très physiques, mais techniquement c'est un fluide visqueux, alors ça c'est clair, et qui est à la fois newtonien, c'est-à-dire qui se comporte un peu comme l'eau avec une réduction du débit sur la périphérie, mais aussi non newtonien, et les fluides non newtoniens c'est un peu comme les plastiques solides, ou même on peut considérer que certains solides sont des fluides. En fait c'est des fluides qui n'ont pas la même réaction à une même pression, c'est-à-dire que la réaction à la pression n'est pas linéaire. Typiquement le sable, c'est un fluide non newtonien. Si on enfonce une main doucement, la main pénètre. Par contre, si on frappe du poing, on se fait mal. Voilà. Et donc en fait, par extrapolation, si on parle de l'argent comme un fluide ou d'une population, parce que finalement un fluide c'est aussi une population de molécules qui cohabitent ensemble
voilà, ou qui même dialoguent quand on a à l'intérieur d'un même fluide différents fluides combinés, et bien en fait, on peut essayer de voir que ce genre de fluide d'ensemble ou de population présente des caractéristiques d'homogénéité qui obéissent à quelques grandes lois ou principes physiques. Alors Jean-Philippe, ça te rappeler quelques souvenirs, et du coup on peut parler de différentes matières, mais ça c'est assez classique finalement, parce que toutes les disciplines scientifiques à différentes échelles et pour différents systèmes et complexes finalement tentent à décrire le même monde, et en tout cas la même évolution de ces mondes. Et du coup on va parler de 3 matières qui sont l'écologie des populations. Alors ça c'est le darwinisme qui me titille en ce moment, où finalement c'est l'observation des dynamiques et des interactions entre populations et les sélections entre elles face à un déterminisme génétique plus à des facteurs de pression. On peut parler aussi de mécanique des fluides ou des milieux continus. Et là, on trouve des choses très communes, c'est-à-dire que les frottements et échanges énergétiques se font sur les marges et jamais au cœur du liquide. Donc les échanges énergétiques se font toujours via la périphérie. Et sinon, on va parler de thermodynamique avec 2 principes qu'on retrouve mais absolument partout et qui sont la conservation de l'énergie, résumée par Lavoisier en rien ne se perd, rien ne se crée. Voilà. Tout se transforme. Ouais. Mais en fait, 5 siècles avant Jésus-Christ, ça avait été à peu près décrit dans les mêmes termes. Et Lavoisier l'avait un peu copié, non. Et puis il n'y avait pas non plus peu d'écriture. Et sinon, le deuxième principe qui est aussi très prégnant, c'est l'entropie du système ne fait qu'augmenter. En clair, ça c'est la théorie de l'augmentation de la complexité et du bazar absolu ou ambiant. En tout cas, on peut le résumer, il n'y a pas de solution simple à un problème complexe, et que toute solution est plus complexe que le problème en lui-même. Et donc finalement, je me suis dit que tout ça, on allait le retrouver un peu partout, et que pour simplifier un peu cette approche, on allait observer un agrosystème qui est très simple, qui est une jachère spontanée, en fait, une parcelle en jachère, et comparer une plante à une entreprise, et l'argent qui nourrit l'entreprise à un fluide nutritif comme l'eau plus les minéraux. Donc c'est là où je pars dans des schématisations un peu... je fais beaucoup de Rubik's Cube aussi en ce moment, donc c'est présent. Donc finalement, ici, on a une plante ou une entreprise, donc un petit carré, au milieu d'un ensemble, une parcelle, qui peut être un tissu économique. Donc là, à chaque fois, on se croit toujours assez fort ou isolé, on connaît à peu près son environnement. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'en fait, cette même parcelle ou ce tissu économique ou ces entreprises, c'est dans un système beaucoup plus grand, où là, on apparaît déjà beaucoup plus petit. Et puis là, on apparaît encore plus petit. Voilà, parce qu'on retrouve la même... Et sauf que là, on pense que c'est de la 2D, donc c'est facile, 2 dimensions, mais finalement, on est plutôt en 3D parce qu'il y a différents tissus économiques qui s'interconnectent. Et même, alors là, je ne vais pas partir là-dedans parce que ça serait trop compliqué, je pense qu'on va plutôt vers la théorie des cordes avec les 11 dimensions, parce qu'en plus, le temps qu'il faut mettre, et il y a une vraie interconnexion. En plus, là, on n'est que sur le 64. Physique mais quantique, on peut... c'est par la physique quantique, la planète réagit à le système. Oui, mais la physique quantique est très proche d'ailleurs des autres matières évoquées précédemment. Tout à fait. Et d'ailleurs, les cordes, c'est le lien entre la quantique et la mécanique des fluides. Donc si on reprend l'échelle d'une entreprise, en fait, ou d'une plante toute seule, elle a 2 solutions, puisque le but c'est quand même de croître ou de se développer. Alors là, c'était plus joli avant, mais bon, il y a des croissances verticales ou horizontales. C'est-à-dire qu'elle peut grossir soit en hauteur, soit... sauf que pour croître en hauteur, ici, elle a une solution, c'est d'assécher son environnement pour s'accaparer les ressources. Et ici, c'est de croître en surface. Le problème, c'est qu'il suffit qu'apparaisse un sol pleureur, c'est-à-dire une entreprise ou une autre plante avec une distorsion de concurrence ou de moyens. Et là, elle se retrouve avec quand même un environnement qui est beaucoup moins favorable. Et ça permet d'introduire 2 principes, qui est que les règles de compétition s'imposent à tous, mais elles sont parfois faussées. Et qu'il y a toujours plus efficace ou plus gros que soi. Voilà. Donc ce schéma-là, qui est finalement très artificiel, il est un peu dangereux. Il y a un autre inconvénient à cette croissance où on assèche son environnement ou alors on grossit en surface, c'est s'il y a un changement de climat ou des changements de climat. Parce qu'à ce moment-là, on se retrouve, alors là on arrive sur la même chose, sur un désert,
Et on se rend compte en plus qu'à l'échelle de la plante, hein, quand ça arrive, on laisse la place aux espèces soit environnantes de notre système, soit halogènes, qui n'avaient rien à faire là, mais qui s'implantent d'autant plus efficacement que nous, tout le tissu économique, ou que les plantes d'une seule espèce ont disparu. Alors en fait, la nature est bien faite, parce que la nature, elle ne se comporte pas du tout comme ça. Elle, quand on a une jachère spontanée, c'est la biodiversité. Alors ici, je l'avais résumé comme ça, avec plein de différentes espèces, en fait, mais ça peut être différentes entreprises avec des activités et des tailles différentes. Et une parcelle, c'est pas un petit carré comme ça, c'est plutôt ce bazar absolu, qui est la complexité, qui a fait référence aux sciences précédemment citées. Et on voit que quand on a ça, en fait, on a des plantes qui interagissent entre elles, qui vivent 3 phénomènes simultanés, qui sont soit la symbiose, c'est-à-dire une sorte de coopération, soit une coexistence pacifique où 2 plantes une à une s'ignorent, soit sinon elles sont en compétition, mais ça c'est l'émulation et c'est la sélection darwinienne d'ailleurs, face aux facteurs de pression du milieu. Alors quand on a ce système-là, et bien finalement on voit, alors là c'était bien plus joli, mais que face à un sol pleureur ou un changement de climat, et ben on a toujours en fait une persistance du tissu végétatif sur la parcelle. Alors certes, il y a des disparitions, mais globalement, on n'a pas ce phénomène de désertification, d'ailleurs, qu'on observe dans cet autre cas. Voilà. Alors je vais prendre ça m'a permis de réfléchir au fait que le fonctionnement en réseau, en fait, les racines de l'ensemble des plantes sont d'autant plus fortes et denses, et celles de l'adventice iront coloniser préférentiellement un périmètre où l'accès à la ressource est plus facile. Donc ça, c'est le cas typique du sol pleureur. Et si on a un changement de climat, tout ne meurt pas car les sensibilités aux facteurs de pression du milieu diffèrent. Et le couvert végétal, donc ça peut être aussi le couvert entrepreneurial, renaît d'autant plus vite avec une dominante des espèces préexistantes, contrairement à l'autre système où c'était plutôt des espèces halogènes. Voilà. Et du coup, il y a une résistance accrue du système dans son ensemble. C'est la biodiversité. Je disais comme accroche en disant que ça allait peut-être sauver, alors d'ailleurs c'est peut-être pas la finance, mais peut-être l'économie locale. Et du coup, de tout ça, j'en ai tiré quelques principes de saine gestion d'un fluide nutritif rare, comme l'argent. Voilà. Alors par contre, je ne vais pas parler d'argent parce que moi je suis agronome, donc je vais parler plutôt en cultivateur archaïque. Et je pense que le cultivateur archaïque, finalement, est assez prudent et tirer des trucs qui sont d'une banalité énorme, mais qui... alors là, ça va typiquement être dans le fait que je dis pas ce que je fais, mais permettre de tirer quand même des sources de méditation. Donc, bilan, il faut stocker le flux nutritif nécessaire et suffisant pour la survie et une croissance raisonnable. Donc, ça marche pour les plantes ou pour les entreprises, eau plus minéraux ou argent. Les croissances trop rapides, il faut s'en méfier, ou celles qui sont surnaturelles, parce qu'elles seront forcément suivies d'artefacts et d'incidents. Ça, c'est toujours comme ça. Il faut encourager la biodiversité de l'environnement proche en favorisant l'accès aux fluides nutritifs pour les autres. Il faut prendre en compte l'éventualité d'une réciprocité, parce que le jour où on est bien portant et où on a pas mal de fluides nécessaires, en cas de retournement de tendance, on peut se dire qu'en avoir prêté à son voisin, c'était pas inutile, s'il y a une réciprocité. Il faut éviter la monoculture. Et sinon, l'amélioration vient par la pratique. Par contre, l'innovation ne vient que par les marges ou par le transfert. Et c'est là où on retrouve en fait le transfert d'énergie. Après, ça on peut aller plutôt plus vite. L'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. Ça c'est aussi un autre principe du cultivateur archaïque. Et que la conquête d'autres horizons, en fait, ne se pratique qu'après avoir maîtrisé son environnement et ses cultures. Et après, classiquement, il y a le long terme face au court terme. Je pense qu'il faut toujours privilégier le long terme. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est ce que fait le cultivateur. Et pour l'argent, et ça va t'intéresser, Jean, je crois qu'il ne faut quand même pas oublier, puisque l'argent est un fluide, des phénomènes physiques qui subit inexorablement un fluide chargé. Et dans ces phénomènes physiques, il y a l'osmose, il y a l'évaporation, il y a la percolation et la sédimentation. Donc de toute façon, il ne faut pas que cet argent, ce fluide, soit statique. Il faut l'échanger avec son environnement proche. Et donc ça, c'est toutes les vertus de l'investissement local. Alors je sais qu'autour, il y a des convaincus. Et à mon avis, voilà. Alors comment rendre du coup plus durable pour soi et pour les autres l'argent, je pense qu'il faut penser slow. Et après, les courants de slow food, slow tech et slow tourisme qui existent, il faut faire le slow money. Voilà.
Et en fait, c'est la somme de petites unités économiques qui interéchangent entre elles. Et du coup, la somme de petites biodiversités, et on est sur une jachère économique pérenne et en tout cas plus résistante que les autres. Voilà. Eh bien, merci. Là, enchaîné derrière, j'ai rarement un tel écart. Donc, moi, j'avais réagi tardivement, donc c'est pour ça que j'étais tranquille, et j'avais relu un peu ton synopsis, enfin ton truc, et beaucoup plus celui qu'a fait M. Philippe. Donc, effectivement, on n'attaque que les grands, donc lui, j'ai des difficultés. Et puis, c'est... Voilà. Donc, j'en étais resté bloqué sur votre dernier paragraphe. Alors, peut-être, moi, en tout cas, on me reproche souvent que je finis très mal mes blabla, donc peut-être que je vais faire pareil. Je finis très mal, je bâcle à la fin. Et dans votre dernier paragraphe de ce que vous avez écrit, hein, vous le retrouverez, il y avait ce que vous avez quand même redit. Donc de fait, c'était quand même assumé, et c'est assumé, et c'est argumenté. Et j'ai bien entendu, il y a plein de choses qui ont failli me convaincre. Mais je ne vais pas dire quoi, comme ça, j'aurai ma petite chance. Et donc je profitais de l'émergence d'une des nombreuses monnaies, puisqu'il y a une monnaie complémentaire par semaine, dit le monde de hier, je vous répète. Et donc il y en a une qui va s'installer en Pays Basque, qui est faite par nos trublions habituels, les démos, les BC, enfin voilà. Donc ils sont en train de la mettre en place. Ils ont invité Erico la dernière fois, donc évidemment quand on a invité Erico, c'est que probablement il y avait d'autres solutions plus intéressantes, mais on prend Erico à la fin. Alors je vais quand même être obligé de lire mon texte, qui est quand même un peu morpion, mais je vais quand même être obligé de le lire parce qu'il y a quand même des arguments qui sont un peu plus que mon côté un peu évaporé là. Voilà. Donc j'ai indiqué en titre, donc il est à faux là en titre. Déjà, prenez-le bien, M. Philippe, c'est « Pourquoi attendre des gardiens du temple de l'argent roi qu'ils promeuvent une monnaie collective ?» Alors déjà, ça c'est dit, donc normalement les gens se lèvent, ils se battent, et puis l'affaire est close. Voilà. Donc l'introduction c'était, ici en 2012, bientôt une monnaie complémentaire locale fera sa promotion. S'appuyant sur d'autres expériences aquitaines ou allemandes qui rendent le projet crédible, elle devrait facilement trouver son auditoire ainsi qu'une utilisation marginale limitée aux conso-acteurs en quête de bonne conscience, comme ailleurs. On peut partir du principe qu'ici, on ne va pas être meilleur qu'ailleurs. C'est mon introduction. Donc après, comme j'ai été dans cette réunion, je fais leur petit circuit, leur circuit de l'argent qui va être déposé et échangé contre la monnaie locale, il est déposé à un endroit. Souvent, c'est une banque. Donc ils se sont interrogés de où est-ce qu'ils allaient la déposer. Donc ils ont commencé par se dire, c'est obligatoirement une banque, donc voilà, des réseaux bancaires, donc mutualistes au minimum, coopératifs, ou même porteurs de nouvelles économies, tout ça c'est des titres de banque, devraient garantir l'initiative et la restitution des sommes engagées si la mode change, la mode des monnaies locales. Donc de fait, si vous voulez, cet argent il est bien posé quelque part. Donc il est bien garanti. Si quelqu'un à un moment donné dit j'en ai marre, et puis si tout le monde veut se faire rembourser, il y a un endroit où on peut le faire. Donc ce n'est pas de la fausse monnaie, c'est de la vraie monnaie. L'histoire de monsieur le directeur de la Banque de France, notre breton préféré, donc je connais aussi, pour dire donc, va pouvoir faire ses comptes. Vous parliez aussi à un moment donné de l'argent moral. Donc là, c'est un petit truc à moi, mais bon. L'argent n'est que le moyen dans l'échange, mais il ne reflète pas la morale de l'échange. Donc c'est effectivement vous, ce qui disiez, donc je reprends ce que vous dites, c'est probablement neutre l'argent, puisqu'en réalité c'est l'origine et la destination qui font qu'elle est morale ou pas. Donc je reprends quand même. Voilà, donc là je reprends un peu ce qu'il a dit. Qu'il soit dit sale ou blanchi, c'est l'obtention de cette ressource qui est faite de façon illégale, et c'est la cupidité qui s'évertue à lui redonner l'aspect du propre, ou l'histoire sale ou propre. Voilà. Alors argent, symbole du pouvoir. Souvent on disait, c'est la capacité de se marier, c'est la capacité d'acheter, donc la plupart du temps c'est quand même un symbole du pouvoir. Alors là, il y a plein de mots qui viennent de leur communication dans la monnaie locale, et dans la communication donc, de la monnaie locale, on va dire basque, il est écrit que c'est la recherche de monopolisation du pouvoir qui a conduit à l'abandon de la multiplicité des monnaies. Parce que le fait qu'il n'y ait qu'une monnaie dite potentiellement universelle, c'est pas si vieux que ça. Il y a quelques années, il y avait plein de monnaies. Voilà. Donc si vous dites qu'il y en a en plus une par semaine, voilà. Donc c'est la recherche de la monopolisation du pouvoir, c'est bon pour l'énergie, puisque j'en suis, c'est bon pour plein de choses. Hein. Voilà. Donc ce même pouvoir a imposé l'exercice du commerce de l'argent et de sa création par les seules banques, elles-mêmes de plus en plus concentrées et centralisées. On peut tout contester, on peut peut-être avoir un avis sur cette dynamique qui fait que pour l'instant on est là-dedans. Flux d'argent légal.
pareil, c'est parce que vous disiez que c'est vous qui l'avez écrit et vous l'avez repris, que la plupart du temps, ça a incité à faire du black ou à ne pas payer la TVA. C'est une question. Voilà. Et donc, comme disait M. Lapeyre, ça m'a évité de le dire tout seul, c'est qu'en réalité, c'est le liquide qui incite à faire du black. C'est parce que c'est du liquide. Que le liquide soit marqué euro ou tartampion, ça ne change pas grand-chose. Voilà, parce que comme je disais, en France, les revenus sont déclaratifs, l'État vérifie. Voilà. En quoi le fait que la monnaie soit de l'euro, du dollar ou de la monnaie d'ici change-t-il les obligations? Ça ne change pas les obligations. Et quand vous êtes une entreprise internationale, vous avez un compte en dollars, vous avez un compte en euros, ça ne vous interdit pas d'avoir de comptabilité et que l'affaire, ça soit. D'accord, monsieur? Voilà. Ce qui avait été quand même évoqué avec Jean-Philippe, c'est les nouveaux cas, excusez-moi, de monnaie virtuelle. Et les gens qui gagnent de leur argent sur Second Life, il n'y a pas de TVA sur Second Life, il n'y a pas de prélèvement. Non, mais c'est comme le liquide. Mais je pense quand même, j'entends l'argument d'ailleurs, vous m'accorderez que je l'ai posé sous forme de question. Oui, je vous accorde tout d'ailleurs, c'est pour ça que je suis très tranquille. Non, j'ai dit c'est une question, j'ai pas de conviction et j'entends parfaitement l'argument. Je pense quand même, je sens que le développement de différentes monnaies complémentaires, et tu as parfaitement raison, sur Second Life, il y a aussi avec les Linden, il y a tout ce qui va être payé par Google, qui sait qui va le contrôler, bon, je sais pas. Et on voit bien que ça va poser des sujets. Ah, mais tout ce qui est payé chez eBay, eBay s'est engagé en France à déclarer tous ses clients qui avaient un chiffre d'affaires supérieur à 1 700 € par mois. Mais il y en a des sommes qu'on n'imagine pas. Et donc c'est des gens qui échappaient, c'est du commerce parallèle. Non, mais si je prends... Mais non, oui, mais non, t'as des gens qui achètent pour revendre. Je crois que ce qui est incontestable, me semble-t-il, c'est que tant qu'on est sur des montants infinitésimaux, c'est normal que ça ne pose pas de questions. Voilà. Parce qu'on parle d'eBay, par exemple. Je prends un exemple aussi sur eBay, qui est tout aussi constatable, vérifiable, c'est que si vous achetez des produits à l'étranger neufs, vous avez une fois sur 10, vous payez les taxes. 9 fois sur 10, vous ne les payez pas. Parce que ça dépend si on utilise UPS ou si on utilise... si vous achetez par exemple un bijou en Asie, mais cher, hein, il suffit de dire, voilà, les stylos... T'achètes voilà. ça, non, c'est un stylo, truc, sur Internet, tu le reçois direct. Hein. Moi j'ai acheté des stylos au Japon, j'aime bien je me servais de ça. Eh bien, il suffit, le type il l'envoie en disant que ça vaut $10 et on ne paie pas de taxes. Donc, pourquoi c'est toléré? C'est toléré parce que ça représente encore assez peu de volume. Et il est évident que si tout à coup je fais venir un camion de stylos, là j'ai la police à la porte. Et c'est normal. Voilà. Donc, je pense simplement qu'à travers ça, vous avez raison, hein, c'est plus le liquide qui fait que... Mais la multiplication de monnaies différentes me semble poser le problème. Parce que, attendez, juste une chose. Hein. Vous dites, non, mais attendez. On dit, est-ce que vous avez remarqué qu'en général, une monnaie, je ne parle pas de l'euro aujourd'hui, puisqu'on est en phase de transition sur la zone euro. Et en général, une monnaie est attachée à un pays. Il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que pour qu'un pays arrive à faire fonctionner ses flux et ses rouages financiers, il a une monnaie, il n'en a pas trois. Et ça a toujours été comme ça. D'ailleurs, dès que quelqu'un voulait être souverain et organiser son territoire, on disait qu'il frappait monnaie. Et tous les pays ont dit que le droit de frapper monnaie était un droit régalien qui était celui du souverain. Donc à partir du moment où on s'émancipe de ça, je crois qu'on va toucher à la relation de cette monnaie et des utilisateurs avec leur État. Maintenant, sous quelle forme? Je ne sais pas. Je veux dire, aujourd'hui, la fameuse mondialisation, par la communication électronique, elle est là. C'est-à-dire que t'es français, t'es canadien, t'es japonais, chinois, t'es sur le business mondial, t'achètes par Google, PayPal ou n'importe quoi, on ne se pose pas de questions. Et on n'a pas mis en place une réglementation. C'est bien le problème de l'Europe. On a fait l'Europe de l'économie, l'Europe de l'euro, on n'a pas fait l'Europe de la fiscalité, oui. Ni l'Europe des lois sociales, parce que c'est vraiment compliqué. Mais je suis d'accord, c'est-à-dire, mais justement, ce que tu es en train de dire, c'est que quand on a une monnaie unique, il faut qu'on ait des instances de régulation uniques. Oui. Et ce qu'on constate aujourd'hui, donc tu vois, bon, mais ça n'est... c'est pas le cas.
voulez. Le hasard, vous savez, j'ai repris ce que vous avez dit, ce qu'il a dit, et même le hasard. Voilà. Donc maintenant, la question, c'est argent marchand confisqué. Vous avez dit, tant que ça ne va pas dans le côté marchand, on peut supporter les monnaies associatives. La démon, c'est moi qui l'ai dit, supporter, vous n'avez jamais écrit. Hein. Mais bon, il faut dire que tant que c'est epsilonien, ce n'est pas très grave. Donc j'écrivais, la caractéristique du flux marchand est principalement son côté dématérialisé. Pas de pièces, de billets, de chèques, juste des écritures sur ordinateur. Là, mon côté morpion qui arrive. Les ordinateurs de banque sont-ils plus fiables et transparents que tous les autres? Un banquier qui, dans le civil, gère une monnaie associative, perd-il alors ses compétences? Enfin, je suis très confiant. Voilà. C'est juste pour dire que, bon, il y a des fois, on se la joue un peu. C'est pas vous, bien sûr, c'est l'institution que je critique. Voilà. Donc, l'argent marchand confisqué, non, les monnaies locales vont, en tout cas celle qui est présupposée être ici, vont aller vers le côté marchand. Donc maintenant, l'argent est le collectif en Pays Basque. Parce qu'il y a des fois aussi des particularités, des caractéristiques liées à un pays. Vous disiez que chaque pays frappe monnaie, sauf le pays basque, qui n'a pas fait encore, mais bon. Donc le basque, en général, hein, c'est un truc, on ne sait pas, ça n'existe pas, c'est un concept. Donc le basque, indéniablement individualiste, comme tout le monde d'ailleurs, aime et valorise les démarches collectives. Ça, c'est son fait d'être basque. Voilà. Faire ensemble, pour soi et les autres, est un marqueur fort. Depuis 30 ans, alors là je parle de Eric Owen, donc c'est mon moment d'éternité, là je suis très à l'aise. Depuis 30 ans, au niveau du financement de l'entreprise, l'institution Ericoa prouve que 4600 actionnaires ont choisi volontairement de remplacer les dividendes par de l'emploi, c'est-à-dire recevoir en dividende l'emploi créé dans son environnement. Donc ça existe depuis 30 ans. Vous êtes dedans en plus. Hein. Voilà, vous êtes dedans. Un regard très positif. Voilà. Et donc là je termine par le début, il va y avoir une monnaie locale comme il y en a une par semaine en France. Et là tout d'un coup, elle n'est pas en France. Alors je marque ici en 2012, une monnaie entre basques va émerger. Le fait de entre basques, ça veut dire ici localement. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une 25 générations de basques. Hein. Voilà, une monnaie entre basques va émerger. Porteuse des valeurs de développement durable, imbibée d'Esquadra. Parce qu'en réalité c'est ça. C'est le 5e pied du développement durable, c'est qu'en plus il y a la langue au Pays Basque. Donc, porteuse des valeurs de développement durable imbibées d'Esquadra, cette monnaie ambitionnera de diffuser les pratiques marchandes, d'échanges plus équilibrés et de convertir les habitants du Pays Basque au bénéfice collectif des circuits courts et avec des échanges longs et fidèles. Des échanges humains, longs et fidèles. Donc, pour en revenir avec vous, effectivement, alors là, je reparle de ce que vous avez dit, c'est-à-dire, effectivement, l'argent dit local est obligatoirement handicapé de plein de fonctions que l'argent dit universel a. Et c'est quelquefois ces handicaps-là qui sont ses forces. Voilà. Et par exemple, demain, quand on se baladera avec 1 euro et puis après un tartampion, eh bien, ça questionnera le fait d'avoir un tartampion. Ça questionnera, on parlera un peu basque là-dessus, puisque c'est quand même un peu le sujet, ou pas d'ailleurs, mais on s'interrogera. Et donc ça créera une autre fonction qui est eh bien, soit alors un rejet, soit une connivence. En tout état de cause, ça pourra permettre une adhésion culturelle, puisque au Pays Basque, il y a ça. Voilà. Donc quelquefois, si vous voulez, le fait d'être handicapé, hein, vous savez certaines banques, comme la BAMI ici, qui n'a pas toutes les fonctions possibles et imaginables d'une banque, universelle, comme on dit si bien. Ça n'empêche pas de vivre et d'avoir ses particularités et ses clients. Voilà. Et aussi, ça n'empêche, et vous avez raison, c'est epsilonien la plupart du temps. J'espère beaucoup que ça fera plus que 0,1%. J'espère que ça arrivera à 1 ou 2, que ça vous titille un petit peu, vous les banquiers en général, puisque de toute façon, on ne fera pas le commerce de l'argent. L'handicap, effectivement, que vous indiquiez, c'est que cet argent-là ne se thésaurisera pas. Il perdra de la valeur s'il est gardé. Donc effectivement, on verra si cet handicap répond à des pulsions. C'est l'objectif. Voilà, répond à des pulsions qui sont je ne veux pas le stocker. Voilà. Et donc vous créez de la monnaie. On échange, en fait, on ne crée pas de la monnaie en réalité. On échange de la monnaie euro contre la monnaie tartampion. Tartampion, c'est un mauvais exemple. Et elle sera transfrontalière ou pas? Pour l'instant, non. C'est là que c'est quand. Bah oui. Non, Elle peut traverser la C'est frontière, une puisqu'elle aura une parité avec l'euro. Non, Pierre. Attendez, je tiens à vous préciser, j'ai été 2 heures dans une réunion, on m'a présenté quelque chose, je le défends, contre un banquier et pas n'importe lequel. Il faut dire à Donc, BC qu'il faut qu'elle soit au moins transfrontalière. Il est prévu qu'elle soit. Il est prévu qu'elle soit, mais comme BC sont aussi des gens pragmatiques, enfin certains au moins, enfin tous probablement on va dire, parce que là si c'est en plus, hein, ils sont tous très pragmatiques. C'est d'ailleurs monsieur qui me l'a dit. En tout état de cause, on fait d'abord les petits pas avant de faire le grand pas. Pour nous, le grand pas, il est transfrontalier pour la législation. Voilà. Moi, je veux préciser une chose sur le handicap. Je n'avais pas employé le terme, alors je veux revenir sur le terme que j'ai employé, mais c'est uniquement pour préciser ce que je voulais dire. J'ai dit on peut amputer.
Et en même temps que je disais ça, je pensais à une phrase biblique, hein, si ça te fait pécher, coupe-le, hein, si ton bras te fait pécher, coupe-le. Même d'ailleurs, j'étais avec mon fils hier, il travaille sur Byzance, et à Byzance, les banquiers, on leur coupait le bras dès qu'ils avaient essayé de prendre de l'argent dans la caisse. C'était marqué dans la Constitution. Donc c'est cette image-là d'amputer, et je trouve que, je me pose la question là aussi, je pose la question, je dis c'est une solution, mais dans ce qu'on coupe, il y a des vertus de l'argent aussi qu'on abandonne. C'est pour ça que vous avez compris ce que je voulais dire, c'est que le fait de dire j'ampute la monnaie de sa capacité à être accumulée, de sa capacité à porter intérêt et de sa capacité à spéculer, ça règle le problème de ces trois dimensions dont on peut considérer qu'elles sont nuisibles à l'argent. Et la remarque que je faisais, c'est que finalement, ces dimensions-là ne sont pas totalement nuisibles. Donc ça veut dire que je ne conteste pas l'intérêt, je vais être clair d'ailleurs, d'avoir des monnaies comme celle-ci, comme celle que vous engagez là. Je trouve d'ailleurs un intérêt énorme, c'est l'intérêt pédagogique. C'est-à-dire que ça peut rétablir la véritable relation des gens avec l'argent. Voilà. Mais je ne suis pas convaincu, en dehors de mon métier de banquier, vraiment, hein, enlever la cravate et la veste, en tant qu'être humain, je ne suis quand même pas convaincu que les monnaies universelles n'aient pas au moins autant de vertus que de défauts. Je pense que si on prend le temps de faire la colonne, avantages et inconvénients, le fait qu'on ait par exemple des monnaies qui permettent spontanément de faire de l'échange avec des gens de notre pays, parce que même s'il faut convertir, parce qu'il y a au moins des règles de conversion et tout, c'est quand même un avantage colossal. Alors, il y a des inconvénients mais des avantages. Le commerce international, le fait que les hommes, à la surface de la Terre, fassent du commerce, c'est peut-être ce qu'ils font de plus vertueux de toute leur relation. Excusez-moi, parce qu'avant, ils se foutaient sur la gueule. On critique, on le fait toujours, mais au moins dans les mondes occidentaux, ça s'est un peu calmé. Bon. Mais l'économie n'est pas forcément ce qu'il y a de plus mauvais dans ce que les hommes ont inventé, et les échanges n'est pas forcément ce qu'il y a de plus mauvais quand même. Voilà, si on fait de colonne, on va quand même certainement arriver à ça. Je trouve que le fait que vous assurez finalement la contrepartie de toute la monnaie en circulation à travers un dépôt, et donc justement vous n'augmentez pas la masse monétaire, ça enlève complètement un des problèmes de contrôle de l'État. Puisqu'en fait, vous pouvez très bien défendre au niveau des pouvoirs publics que, après tout, puisqu'il y a la contrepartie en euros, ça n'est jamais qu'une façon d'échanger de l'euro, mais d'une façon qui est complètement dans un périmètre donné, pour une activité donnée et pour une finalité donnée. Parce qu'en fait, ça revient à ça. Exactement. Et là, quelque chose qui va être lumineux pour tout le monde. Aujourd'hui, une monnaie locale qui est en France, qui n'est pas très connue et qui est pourtant extrêmement utilisée, c'est le chèque déjeuner. Ben oui, bien sûr. C'est un exemple. Elle n'est pas locale. Voilà, Mais elle a cette caractéristique. Elle a exactement cette caractéristique. Elle est amputée de la même façon. Elle ne sert que pour certaines choses, voilà. Et elle est ressentie, et donc la comptabilité des chèques déjeuner n'est pas interdite. Elle est d'ailleurs gérée par une coopérative. Exactement, une des plus belles et florissantes de France. Voilà, elle est gérée par une coopérative, et évidemment, les chèques déjeuner ne donnent lieu, tu sais, comme c'est vertueux, à absolument aucun abus, détournement d'aucune sorte. Personne. Okay. Puisque là, c'est éthique, c'est une monnaie. Non, c'est pratique. Mais quand on dit les banquiers ne peuvent pas aimer ça, moi, vous voyez, je ne réagis pas comme ça du tout. Je pense que, par exemple, si vous disiez est-ce que le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne peut aider à gérer une monnaie comme celle-là, oui. Ce qui me retiendrait, c'est pas moi. C'est pas la peur non plus. Non, c'est que nous vivons, nous les banques, bon, je ne vais pas détailler ici, mais avec des niveaux de contrôle qui sont extrêmement plus élevés que ce que les autres acteurs vivent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous assure que c'est... Je vous prends un exemple. On est en train de travailler, puisqu'on innove beaucoup, il le sait Henri, donc on a fait Toucam, on a fait Caméléo, on fait tout ça, on a beaucoup d'innovations qui vont toutes dans le sens de faire beaucoup plus de communautaire, de collectif en utilisant le web 2.0. Voilà. Et donc on est en train de travailler en ce moment un produit qui va sortir d'ici quelques semaines, qui va s'appeler, parce que c'est toujours des noms d'oiseaux, ça va s'appeler Pélicam. Puisqu'on a fait Toucam, on a fait Caméléo, maintenant on a fait le Pélicam. Le Pélicam, c'est quoi? C'est des gestions de cagnottes où je peux demander à mes amis sur les réseaux sociaux de m'aider à réaliser un projet. Eh bien, je suis en ce moment avec un problème avec la conformité,
parce qu'on a prévu le coup de palme. Quand je dis on, c'est des équipes que tu connais maintenant, hein, tous les jeunes là, qui travaillent sur ces projets-là. Ils ont prévu un coup de palme, c'est-à-dire vendredi prochain, on doit transporter du matériel. Je suis une association, je dois transporter du matériel de là à là. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à faire le transport? Ben, si vous regardez les petites annonces, ça existe partout. J'ai vu que Conforama, Castorama à Paris, là je voyais la publicité, venez donner un coup de main quand vous avez des travaux à faire. Et bien nous, on a un problème. Parce que ça peut être un encouragement à justement au black. Et nous, banquiers, Conforama, autant c'est exactement du black. l'État, si vous mettez une petite annonce ici là, pour dire est-ce que quelqu'un peut m'aider à déménager, personne n'ira vous chercher. Si c'est moi, une banque qui fait ça, alors là, je prends les contrôles en pleine gencive. C'est-à-dire on est hyper... Et donc, ce qui me gênerait, la seule chose, on va dire, qui gênerait des espaces comme ça, c'est quelle est la vision qu'auront les autorités. Parce que là aussi, tout ça, tu le mettras nulle part, ça, hein, mais je le dis